Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. On attaque la semaine ensemble, lundi 19 décembre 2022. Alors une semaine qui sera bien entendu beaucoup moins mouvementée que la semaine dernière. La semaine dernière était capitale pour les marchés avec notamment la publication des récentes données sur l'inflation. Par la suite, nous avons pris connaissance des décisions de nombreux banquiers centraux, dont la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, malgré des hausses de taux de 50 points de base, donc inférieures aux 75 points de base que l'on a connus précédemment, les marchés se sont repliés et pour cause, hein, les banquiers centraux se montrent résolument hawkish, résolument restrictifs et ils montrent leur détermination à baisser l'inflation, quitte à entraîner l'économie en récession. Ce qui a pesé sur les indices boursiers en atteste, hein, les graphiques que vous avez sous les yeux avec le DAX, le CAC 40, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, tous en baisse. Et donc ce qui a pesé, hein, c'est ces craintes de récession face à des banquiers centraux qui sont déterminés à baisser l'inflation, quitte à impacter négativement l'économie. Donc concrètement, une semaine plutôt allégée, après les quelques séances très mouvementées que l'on a connues dernièrement. Alors, il convient de noter tout de même que les plus fortes baisses, hein, ont été enregistrées jeudi à la suite de la conférence de presse de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, étant donné que que la BCE s'est montrée extrêmement hawkish, bien plus hawkish que la Réserve fédérale américaine. Et donc les craintes de récession s'installent et ce cap déterminé pris par les banquiers centraux vient concrétiser le scénario d'une récession imminente. À noter également que la séance de vendredi, hein, c'était la séance des trois sorcières, hein, ce qui a ajouté de l'huile sur le feu. C'est une séance au cours de laquelle de nombreux contrats à terme, options également arrivent à échéance, ce qui est source de volatilité, clôture de nombreuses positions. Dans ce contexte-là, le S&P 500 a perdu près de 1,7%, le Dow Jones a chuté de 1,6% et le Nasdaq a perdu 1,4%. Mais il y a eu d'autres choses, hein, qui sont venues peser sur le sentiment. Il n'y a pas que la décision de la Réserve fédérale américaine mercredi, suivie par celle de la BCE jeudi. Euh, il n'y a pas que les trois sorcières également, il y a aussi de nouveaux commentaires de banquiers centraux, parce que les banquiers centraux continuent d'exposer leur vision, et donc cela continue de peser sur les marchés. Et on a eu des commentaires extrêmement hawkish de la part de Williams et d'Ali de la Réserve fédérale américaine. Williams a souligné que la Fed pourrait augmenter les taux plus haut que le taux terminal attendu, alors que Dali de son côté a mentionné que ses prévisions d'inflation avaient été considérablement augmentées et que le taux de chômage devrait augmenter bien au-dessus de 4% pour réduire l'inflation. Alors Dali a également déclaré que 11 mois à un pic de taux est tout à fait raisonnable. Donc voilà pour les taux d'intérêt. On a bien eu ce que l'on voulait, une petite hausse de 50 points de base. Malheureusement, il semblerait qu'il n'y aura pas de baisse de taux en 2023, que les banquiers centraux sont déterminés à combattre l'inflation, une inflation qui s'installe. On a atteint un pic d'inflation certes, mais le plus dur est encore devant nous pour ramener l'inflation à l'objectif. Je vous rappelle que cet objectif est de 2%, c'est dans le mandat de la Banque centrale. Et la Banque centrale, la Réserve fédérale américaine, ne compte pas changer cet objectif de 2%, ce qui contraste avec la BOJ, la Banque du Japon, qui pourrait le faire. Alors il y a des rumeurs à ce sujet, rien d'acté pour le moment, mais on s'attend effectivement à ce que la BOJ, il y a des rumeurs, hein, qui stipulent que la BOJ pourrait modifier son objectif d'inflation. Donc ça pourrait être intéressant de s'intéresser, de se pencher sur l'USD-Yen, hein, pendant la nuit de lundi à mardi. Donc voilà pour la politique monétaire, un mot également sur les matières premières. On a eu, alors comme on l'a vu, hein, récemment, le gaz oscille entre séance dans le vert et séance dans le rouge avec des amplitudes de mouvement au minimum de 6%. Alors la séance de vendredi, hein, n'a pas échappé à la règle avec une forte chute des prix du gaz naturel. Encore une fois, hein, ce sont les basses températures persistantes en Europe et aux États-Unis euh, euh, comment dire, qui avaient propulsé les prix du gaz naturel à la hausse, mais par la suite, le gaz TTF, donc européen, et le gaz naturel, coté aux États-Unis, ont perdu environ 8%, après une forte hausse jeudi. Bon, concrètement, on a eu cette résistance des 7 dollars, hein, qui a bien tenu. On s'est replié jusqu'à 6,3 dollars. Pourquoi? Parce qu'on a pris connaissance des stocks. Alors, on en parlait justement. On a vu la réaction suite
aux prévisions météorologiques, donc des températures inférieures à la moyenne, ce qui laisse entendre qu'on pourra avoir une hausse de la demande de gaz naturel pour des raisons de chauffage. Et lorsque l'on a pris connaissance par la suite des stocks de gaz naturel, hein, ce que l'on a constaté, c'est que effectivement, alors je n'ai pas les données de la semaine dernière, mais vous pourrez le vérifier. Au niveau des stocks, ce que l'on a pu constater, c'est qu'effectivement, le niveau de stock ne reflète pas. Voilà, donc on avait eu ce rapport de l'EIA et donc une diminution de 50 milliards de pieds de cubes pour la semaine terminée le 9 décembre. On attendait 21 milliards de pieds de cubes la semaine précédente, et donc au-dessus des estimations des analystes, hein, qui tablaient pour 45 milliards de pieds de cubes. Donc ça n'a pas réellement reflété une hausse considérable de la demande en réponse aux températures plus basses que la moyenne. Donc voilà pour le gaz naturel, hein. Donc on a vraiment insisté là-dessus pour voir qu'effectivement c'est la météo en premier lieu qui va impacter à très court terme. Concernant le pétrole, alors on a eu un moment une chute, hein, de 3,5% vendredi. C'était dans le sillage des crentes croissantes de récession, hein. Qui dit récession dit baisse de l'activité mondiale, donc baisse de la demande de pétrole. C'est pour ça que les craintes de récession, lorsqu'elles se matérialisent, ça vient impacter directement les cours du pétrole qui baissent. On a pris connaissance d'une nouvelle très importante, hein. Par contre, le DOE américain commencera à reconstituer ses réserves stratégiques, ces fameuses SPR. Hein, souvenez-vous, les États-Unis libèrent leurs réserves stratégiques lorsque les cours du pétrole sont très hauts pour faire baisser les cours, ce qui permet de faire baisser les prix du carburant aux États-Unis. Hein. C'est ce qu'avait fait la Maison Blanche avant les élections de mi-mandat, parce que il faut des prix de l'essence à des niveaux bas avant les élections. Hein. C'est ce qui compte pour les Américains. Ça compte énormément pour les Américains. Donc la Maison Blanche a fait cela. La Maison Blanche a libéré une partie de ses réserves stratégiques avant les élections de mi-mandat pour faire du pied aux électeurs, hein, concrètement. Donc à présent, la Maison Blanche va reconstituer ses réserves stratégiques, c'est le DOE plutôt qui va le faire, et donc racheter des barils de pétrole pour reconstituer ses réserves stratégiques américaines. Et donc ces achats de réserves stratégiques, cette reconstitution des réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis reprendra à partir du mois de février. Ça a renforcé le sentiment. On notera d'ailleurs, hein, que Joe Biden est un excellent trader de pétrole, hein, parce qu'effectivement, il libère les réserves stratégiques au plus haut, donc il vend du pétrole au plus haut et reconstitue ses réserves au plus bas. Donc il achète du pétrole au plus bas. Donc très bonne stratégie de trading de la part de Joe Biden, en tout cas pour le moment. Voilà pour le marché pétrolier. On va à présent parler très rapidement des crypto-monnaies. Alors, nos doutes, hein, se sont confirmés. On avait vu cette formation de chandelier japonais baissière, ça s'est confirmé, mais on notera tout de même que le cabinet Mazars a récemment créé un rapport, hein, de réserve sur Binance. C'est Mazars qui s'était occupé d'auditer les réserves de Binance, un audit qui était jugé incomplet d'ailleurs par la communauté. Et d'ailleurs, Mazars a annoncé qu'il suspendait sa coopération avec toutes les entreprises de l'industrie des crypto-monnaies. Et donc, cela a pesé sur le sentiment. Alors, pourquoi Mazars a fait cela? Personnellement, je n'en ai aucune idée. J'essaierai de voir, hein, d'ici demain quelles sont les causes de cette décision. Hein. Je ne sais pas s'il y a des rumeurs à l'heure actuelle ou bien s'il y a même des déclarations officielles. En tout cas, on essaiera d'en reparler demain. Voilà pour le contexte général de marché, en passant plus tarder sur les indices boursiers, avec encore une fois des craintes qui se sont matérialisées. On ne se hisse pas au-dessus d'une borne, d'un broadening pattern aussi facilement que cela. Hein. Vous voyez, on a pu le voir. Ça fait plus de 2 semaines que le DAX essaye. Le DAX n'a pas réussi, même s'il est allé toucher du haut de sa mèche supérieure les 14 700 points qui correspondent au récent sommet. C'est la prochaine cible normalement après cette oblique baissière. On l'a testé et on se replie. On se replie en direction de quoi? De ce niveau que l'on avait marqué ici, le seuil psychologique des 14 000 points, plus ou moins. Mais on est même plus bas, hein, on est au niveau de ces récents sommets, il me semble, qui datent de la fin de l'été, hein, je pense, ou mi-août. Donc c'est le niveau qu'on est allé chercher, c'est le niveau qu'on avait tracé, c'est le dernier rempart avant les 14 420 points. Ici, voire les 13 170 points. Pour le moment, le seuil psychologique des 14 000 points tient. Tant qu'il tient, on peut s'attendre à un rebond pour effacer une partie de ces baisses. Hein. Je pense que c'est un excellent endroit pour rebondir. Ce seuil psychologique des 14 000 points, je pense qu'il y aura des acheteurs qui répondront présents au rendez-vous pour peut-être aller chercher au moins la Kijun. Hein. Ici, aux alentours des 14 274 points, ça fait plus de 270 points tout de même.
Alors, attention tout de même. Alors, bon, on va éviter de redémarrer l'ordinateur. Voilà, alors excusez-moi, hein, j'ai eu une petite fenêtre qui me demandait de mettre en place une mise à jour et de redémarrer. Donc on continue. Donc à présent, ce qu'il faut savoir, c'est que en revanche, hein, si on venait à casser les 14 000 points, si les vendeurs reprennent le contrôle, on peut trouver ici un certain soutien hein, à 13 545 avant ce niveau-là. Donc voilà pour les différents niveaux de support. Pour le moment, ça tient. Et je pense que c'est un très bon niveau pour les acheteurs. Donc je m'attends peut-être à une hausse aujourd'hui pour effacer une partie de ces baisses considérables que l'on a connues, hein. On a eu un bull trap ici, souvenez-vous, ce bull trap avec une cassure de ce retracement externe de Fibo à 127,2%. Ça a été annulé dans la foulée, sorti de nuage par le bas et on s'effondre et on va chercher ici le retracement de 100%. Donc un précédent sommet, hein. C'est exactement ce qu'on a vu en journalier, mais en plus condensé, hein. On est allé chercher ce précédent sommet. Nasdaq n'échappe pas à la règle, tous les indices ont baissé, toujours dans son nuage, aux alentours du bas de nuage ici. Comme on peut le voir en données H4, on a aussi une sortie de nuage et on est allé chercher ce niveau-là, ce retracement à 11 260 points. Donc c'est le retracement de Fibonacci à 23,6% si on se base sur le repli qui a été entamé le 17 août et qui a pris fin ici le 13 octobre. S&P 500, c'est pareil. Ce niveau, hein, finalement, aura été un très bon point de vente, hein, même si on a eu une belle mèche supérieure. Souvenez-vous, on avait dit que cette moyenne mobile à 200 périodes serait un endroit idéal pour que les vendeurs reprennent le contrôle. Les acheteurs ont fait ce qu'ils ont pu. Les vendeurs sont montrés patients et ils ont repris le contrôle du marché. Et on avait indiqué hein, ce danger de ce trou d'air avec ce twist. Vous voyez, écoutez, hein, on n'est que à 1% du twist, 1% du nuage, 1% de traverser le nuage et de voir les baisses s'approfondir peut-être même en direction des 3640. Donc prudence. Prudence tout de même, on est largement en dessous hein, du seuil psychologique des 4000 points, on s'en est clairement éloigné. Ici, on a un gros support à 3880. En revanche, si les acheteurs reprennent la main, on a beaucoup de paliers à aller chercher. On a un premier ici, 3912. On retrouvera un second, 3950. Et le dernier, c'est la Kijun, 3996 aux portes des 4000. En données H4, pareil, hein, on va chercher un précédent niveau. Ce précédent niveau, c'était une projection de Soda en partant du creux de marché. Hein. C'est un niveau qu'on est allé chercher à nouveau. Vous voyez, c'est très précisément le support qu'a allé chercher la S&P 500 est pareil. Hein. Si ça casse, on va chercher d'autres paliers. Les paliers, on les retrouve ici sur la SSB. Voilà un excellent palier, 3815 points. Si les acheteurs reprennent la main, comme on peut le voir en journalier, on a ces différents paliers qu'on a déterminés. Dow Jones, pareil, on est revenu ici à ce niveau que l'on avait précédemment, un niveau qui à présent est confondu avec la moyenne mobile à 50 périodes. Donc ici en données H4, sortie de nuage par le bas, on revient sur un retracement. Ce sont des retracements de Fibo hein, pour la plupart. Si vous prenez la baisse qui a débuté le 17 août et qui a pris fin en septembre-octobre, vous retrouverez des retracements de Fibonacci assez précis en données H4. Donc si on casse ici, c'est direction le retracement à 61,8%. Si les acheteurs reprennent la main, ce serait très certainement pour aller tester le nuage aux alentours des 33 650. Donc 32 100 en cas de cassure de ce retracement à 78,6 ou 33 680 voire 33 700 si les acheteurs parviennent à reprendre le contrôle. Pas beaucoup de catalyseurs tout de même aujourd'hui, hein, comme vous pouvez le voir, seulement en provenance du Canada. Donc le SD4 pourrait être intéressant. C'est peut-être sur le marché d'échange que l'on trouvera le plus de mouvements. Aujourd'hui et demain d'ailleurs. Donc aujourd'hui ce serait sur les paires en CAD, en dollars canadiens et demain sur les paires en yens. Voilà pour les indices boursiers, très rapidement les crypto-monnaies parce qu'effectivement on a pu constater les mêmes replis. Hein. Souvenez-vous, on avait fait cette remarque hein, de ce pattern de chandelier japonais clairement baissier, en plus qui s'est formé au contact d'une moyenne mobile à 50 périodes. Ça ne ment pas, ça n'a pas menti et s'en est suivi un repli de près de 10%. Hein. Pour aller repasser sous les 17 000 dollars. Alors peut-être un petit coup d'œil sur notre nuage Ishimoku pour nous repérer, pour voir où se situent les prix par rapport au nuage. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, cette moyenne mobile 50 finalement était confondue avec le bas de nuage. On a tenté de tester la SSB. Ici on a un gros niveau, hein. Vous voyez c'est deux paliers. On a un palier de Kijun, un palier d'SSB, donc un palier 2 fois plus puissant. Un palier que l'on ne va pas manquer de marquer. Et c'est tout simplement les 18 500 dollars. Donc ce niveau-là,
il sera plutôt compliqué à franchir pour le Bitcoin. En données H4, pas grand chose, ça ressemble aux indices, signal de vente, on a franchi le nuage, on est passé par un twist. L'Ether en données journalières, hein, pareil, ici le nuage a mis un terme aux hausses, on se replie, on casse la Kijun, donc on retrouve un même niveau, hein, le palier, je pense que vous le voyez, un énorme palier, c'est vraiment le niveau qui va compter, ce sont les 1380 $ pour l'Ether prochainement, en vue d'une éventuelle hausse, et comme on peut le voir, on a cette moyenne mobile 200 qui est en train de s'affaisser, et qui va venir très certainement dans quelques séances renforcer les 1380. Donc ce sera tout aussi puissant pour le Bitcoin. Un Bitcoin, c'est deux paliers. On a une moyenne mobile 200 qui est plutôt éloignée, elle ne vient pas renforcer ce niveau, mais en tout cas l'Ether, on a la moyenne mobile 200 qui vient le renforcer très prochainement, et ça montre bien l'importance de cette résistance. En données H4, c'est comme le Bitcoin, on ne voit pas grand chose à l'heure actuelle, seulement la possibilité d'aller chercher les récents creux. Voilà pour les crypto-monnaies, très rapidement le marché des matières premières. Alors avec un gold, hein, toujours en train de patiner aux alentours de ce niveau des 1790, hein, on se doutait que ça allait être un très gros niveau. On a déjà atteint l'objectif théorique du double creux, mais nous ce qu'on attend maintenant, c'est la projection de Soda. Rien pour le moment, ça dépendra beaucoup du dollar. Pareil pour le silver qui est face à une projection, n'arrive pas à se hisser au-dessus. Pétrole WTI qui est tiraillé, hein, entre hausse et baisse, entre crainte de récession, et d'autres nouvelles, hein, qui viennent alimenter la volatilité sur ce marché-là. Donc visiblement, on se replie à l'heure actuelle, on a quand même une belle oblique baissière qu'il faudrait casser pour espérer aller chercher le nuage. Donc on fera très attention à chaque point de contact entre un chandelier japonais et cette oblique baissière. Gaz naturel, c'est assez fou, hein, tout de même, ce qu'on a connu la semaine dernière. Vous voyez, on a eu des séances. Il me semble que la séance avec la plus petite amplitude de mouvement, c'était celle-ci, c'était quand même un mouvement de plus de 8%. Bougie rouge, bougie verte, bougie rouge, bougie verte, bougie rouge. Énorme gap baissier, bougie verte. Donc on revient dans ce range que l'on attendait effectivement. Alors est-ce que la météo en a fini de jouer avec nos nerfs, hein? Vous voyez, l'effet météo il est là, hein, tout simplement. Sans prévision météorologique qui diffère, hein, de la moyenne, on aurait dû intégrer ce niveau. Par rapport aux fondamentaux, c'est ce qu'on attendait, hein. Souvenez-vous, on était sorti par le bas du nuage, on s'attendait à une consolidation ici. C'était en se basant uniquement sur les fondamentaux. La météo a fait des siennes, voilà l'effet météo, hein. On est 10% au-dessus des niveaux, pour moi, au-dessus de la valorisation, la réelle valorisation des prix du gaz naturel. On y revient, ça n'a pas vraiment d'impact sur la demande, pas énormément, pas comme attendu, pas comme espéré. On attend tout de même les stocks de cette semaine, hein, pour voir si ça se confirme, et là on pourrait consolider dans ce range. Le café, alors le café c'est assez... le café joue aussi avec nos nerfs, hein, vous voyez. Le café, on avait marqué ce niveau-là, c'était le signal du double creux, ce fameux signal que l'on attendait. La projection de Soda avait été atteinte, on a marqué le second creux, et malheureusement on se replie au contact très précisément de la ligne de coup, donc pas de signal pour cette figure chartiste en double creux. Le premier creux est ici, le second est là, et le signal qu'on attend c'est une cassure de ce niveau, hein. Vous voyez, on avait mis cette petite étiquette bleue. Hein, c'est une fonctionnalité d'ailleurs que j'ai récemment découvert sur la plateforme, une mise à jour récente, hein, j'en avais pas été informé. Bon, je trouve ça assez efficace, hein, pour garder en tête des niveaux importants. Vous avez vu, vous retrouvez cet outil-là et vous cliquez sur un point précis, ça vous donne le prix. Donc, on avait marqué ce niveau-là ici, on attendait la cassure de ce niveau pour espérer une poursuite de la hausse en direction des 194 pour réaliser l'objectif théorique de la figure en double creux. Une figure en double creux, donc voici la ligne de coup, hein. Donc voici le premier creux complet, le second creux complet, et là on se replie. Alors, à ce moment-là, à quoi s'attendre? Plusieurs choses, hein. Soit on invalide simplement la figure, on continue de rebondir et on est dans un range très très large, hein. Dans ce cas-là, peut-être qu'on construit un range et peut-être que l'on construit un triple creux, hein, tout simplement. C'est la beauté de l'analyse technique. Lorsqu'une figure est invalidée, c'est peut-être pour nous en construire une autre. On a vu ça à plusieurs reprises. Donc à voir, hein, ce scénario qui pourrait se matérialiser, ça dépendra de la situation politique au Brésil par rapport à la politique budgétaire. À suivre en tout cas, peut-être triple creux, peut-être pas, peut-être range, à suivre. Malheureusement, il n'y a pas eu signal et le double creux n'a pas été validé pour le moment. Alors, à noter le blé, toujours largement au-dessus de l'objectif, donc
ça reste, euh, ça reste donc une éventuelle opportunité hein, par rapport au cours actuel. Notre objectif est quand même à près de 7%. Alors un mot sur le billet vert, un billet vert qui euh, a cassé un énorme support, mais qui se maintient, qui retient son souffle, comme vous pouvez le voir ici en données journalières, en données H4. Ce dernier oscille autour du nuage, donc autour de l'équilibre, ce qui vient se refléter aussi sur l'euro-dollar, qui oscille aux alentours des 1,06, 1,07. Un euro-dollar qui nous a tout de même déjà donné un signal d'achat selon Osoda depuis la cassure de ce niveau-là. Et ça nous donne une occasion d'utiliser nos nouvelles étiquettes. Dès que j'en ai l'occasion, je le fais. Donc c'était le niveau qui nous a donné un signal, la cassure des 1,04 800. Depuis qu'on a cassé ce niveau, il a un signal avec un objectif à 1,12 38 pour l'euro-dollar. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine, une semaine qui devrait être moins mouvementée, hein, donc on pourra un petit peu respirer. Très bonne journée et on se donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.